pense qu'aujourd'hui, bon, à part le ministre du charbon australien et Trump, il n'y a plus grand monde qui n'est pas convaincu que le climat est un enjeu. Maintenant, à côté de ça, on a aussi toute une crise des autorités et des repères, voilà, que ce soit l'Église, on l'a vu dernièrement, ou les politiques. On a aussi une mondialisation qui, dans certains cas, peut être un petit peu violente, très productiviste, très extractiviste, et donc face à ça, on voit bien que voilà, l'humanité a un énorme impact sur la planète. On commence à voir les effets retour, et on voit que ça risque de bouger très très vite. Je pense que vous avez déjà vu cette image partout, mais effectivement aujourd'hui on lutte avec le Covid, on lutte avec la récession liée au Covid, mais derrière on a des enjeux bien plus grands, et encore bien plus grands que la transformation digitale. On voit que évidemment le dérèglement climatique il est de plus en plus visible, que ce soit les inondations, les tornades, la sécheresse. Du coup, ça a créé vraiment des impacts très négatifs sur la biodiversité. Et puis, tout simplement, nous, êtres humains, c'est notre maison, c'est nos commerces qui sont aussi bousculés. Et évidemment, on ne va pas rester les bras croisés. Donc, on a des tensions sociales qui se multiplient de par le monde. Donc, on voit qu'on a une instabilité énorme. Et donc, là, je pense qu'avant, on pouvait tous se dire, soit dans les pays riches, nous, on est tranquille, on laisse les pauvres avec leur sécheresse et leur famine. On voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde va être touché, tout le monde va être impliqué. On a encore des inondations dans le nord de la France assez exceptionnelles ces derniers jours, et donc que ça nous plaise ou non, malgré les frontières, on fait tous partie de la même planète. Et donc il y a cette complexité du sujet, et je pense que tous les intervenants aujourd'hui le montrent bien, c'est que là on n'a pas juste des clients et des entreprises, on a des institutions, on a des ONG, on a des médias, on a des consommateurs qui sont aussi citoyens, on a des pouvoirs publics, des gouvernements, des ministères, de la réglementation, et donc la difficulté, même si tout le monde, je pense maintenant, est convaincu qu'il faut avancer dans le même sens, on n'a pas tous envie d'y aller de la même manière, à la même vitesse, avec les mêmes contraintes ou les mêmes priorités, et donc il y a plus de boulot pour partager la même langue. J'ai lisé des statistiques encore hier qui disaient que je crois que c'était 70% des jeunes, dès qu'on devenait un peu technique sur le CO2, la décarbonisation, etc., personne n'y comprenait rien. Et voilà, ça me rappelle un peu l'époque des gigas et des mégas sur le mobile ou Internet, où voilà, c'était pas très clair pour tout le monde. Donc, je pense que là, il y a une volonté de mieux faire. Maintenant, il va falloir être concret, il va falloir être lisible, il va falloir acculturer tout ce monde-là. Le rapport du GIEC, les ODD, les objectifs de développement durable qu'on a vu juste avant aident. Et puis, on n'a pas tous la même volonté. Pour simplifier un tout petit peu, en fait, il y a quasiment 6 à 7 visions de l'écologie différentes. Alors, tout au bout à droite, vous avez ceux qui nous disent, enfin à gauche, il y a ceux qui nous disent c'est trop tard, faites des réserves, faites des bocaux, enterrez-vous et on verra qui survit. Bon, l'effondrisme, c'est un délire. On a les alarmismes révolutionnaires, alors ceux qui veulent la dénatalité, la décroissance, la démondialisation, la déconsommation. Si vous voulez finir en mode ZAD, ça peut être un concept, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais ça existe. On a les alarmismes réformismes, ceux qui nous disent, bon, il faut qu'on change, mais qui ont un petit peu du mal à changer. En haut à droite, on a ceux qui nous disent, mais la technologie nous sauvera, quoi qu'il arrive, on inventera toujours des solutions. Alors c'est bien d'être optimiste, mais ça n'empêche pas de faire un petit peu d'effort. Et puis après, on a des sous-chapelles avec le véganisme, l'écoféminisme, le décolonialisme, donc un petit peu des sous-chapelles. Donc c'est intéressant, c'est de se dire, oui, on a tous envie de changer, mais on n'a pas forcément les mêmes objectifs, la même vision, et on peut y aller par des chemins très différents. Il va falloir que malgré tout on se mette d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le retail par exemple est très touché. On a eu tout un peu les catastrophes de la fast fashion, à force d'accélérer, de produire toujours plus vite, toujours dans des conditions plus éloignées et moins chères. Évidemment ça a un impact sur notre vie, ça a un impact sur la pollution, ça a un impact sur l'eau, et on voit bien que Zara c'est 450 millions de vêtements par an, donc quand on voit que des fois c'est empilé dans certains pays, dans le désert du Chili par exemple, ça fait un petit peu mal au cœur, et on voit que effectivement il va falloir qu'on réagisse, qu'on change les choses, et qu'à un moment tout simplement ça fonctionne plus. Alors de temps en temps on a des règlements et des lois, dans d'autres on a plutôt des chartes, un aspect un petit peu volontariste. Donc là c'est toujours bien d'avoir des marques plus vertueuses qui au niveau d'une filière, au niveau d'un métier, au niveau d'une industrie se mobilisent. Maintenant on voit bien que finalement quand on veut vraiment changer les choses, il faut aussi des réglementations, il faut aussi des lois pour que tout le monde, et pas juste les mieux-disants et les marques vertueuses avancent. On voit que finalement, des fois c'est repenser tout son processus. Il suffit pas de dire on doit être plus vert, c'est concrètement comment on utilise moins d'énergie, moins de matériaux, des matières plus longue vie. On voit que finalement on peut étendre le cycle de vie, c'est de se dire finalement ce produit, on peut peut-être le réparer.
On peut peut-être le louer si les gens n'en veulent plus ou le revendre à un autre client qui a lui envie de racheter cette robe. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, même sur la réparabilité. En termes d'éco-conception, on avait Seb tout à l'heure qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis les modèles de service, du coup on peut créer des nouveaux business models, c'était bien dit par Lizzie tout à l'heure. Voilà, c'est pas juste être sympa pour la planète et être à perte. Au contraire, on peut en faire même des business models qui rapportent de l'argent. Et effectivement, dans l'industrie de la mode, il y a beaucoup de choses à faire en termes de transparence et de traçabilité, de lutte contre le changement climatique, entre travailler avec des matériaux plus durables, et on redécouvre tout un tas de fibres, par exemple, ou alors on va faire du bioprinting de cuir, ou du cuir de saumon, ou du cuir d'ananas, ou du cuir de champignons. Enfin bref, c'est pas les challenges qui manquent. La bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on a un objectif et qu'on a des contraintes, ça va permettre de financer, de rendre rentable la R&D de tout un tas de startups. S'il n'y avait pas de besoin avant, c'était compliqué de lancer ces nouveaux procédés-là. Évidemment, ça touche aussi les RH, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas que le durable, il y a aussi l'inclusion, et sur le sexisme, le racisme, les minorités, les inégalités, le handicap, il y a tout un tas de combats sur lesquels on peut et on doit tous faire mieux. Et ça, je pense que c'est important. On voit qu'on a de nouvelles attentes du public, des candidats, des employés qui sont déjà en place depuis un moment, des citoyens, des clients, et donc voilà, on se dit c'est pas possible, on doit être plus représentatif, on doit être plus équitable à défaut d'être égaux, et on voit que sur les nouvelles générations c'est particulièrement prégnant, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je vais avancer un tout petit peu là-dessus. Voilà, ensuite on a sur le sourcing et les achats de production, on voit bien que il faut qu'on aille chercher des nouveaux types de matériaux, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il y a dans nos produits, et si on veut pas le faire nous, industriels, on voit bien qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'outils, Yuka, ou dans la cosmétique, Clean Beauty. Donc Clean Beauty, c'est une application, je peux scanner n'importe quel produit avec son code barre et avoir tout un tas d'informations. Ça va traduire toutes ces formules un peu complexes, pas toujours très claires des industriels. Et maintenant, Beautylytics, c'est la version B2B qui est mise à disposition des retailers. Donc là, maintenant, les retailers eux-mêmes peuvent filtrer les produits des fabricants pour refuser de finalement mettre des produits qui seront de toute façon mal classés pour le consommateur final. Donc là, double pénalité, le client ne veut plus m'acheter et il a accès à l'info, les retailers ne veulent plus me référencer et ils ont accès à l'info. Donc de toute façon, j'ai un intérêt à faire mieux, à être plus transparent, à être plus correct. C'est la transparence dans les modes de fabrication, Everline qui a fait beaucoup de choses là-dessus, transparence sur qu'est-ce que je paye dans le prix, d'où ça vient, où est-ce que c'est fabriqué, dans quelles conditions c'est fabriqué. Sur l'énergie, on voit bien qu'il y a tout un tas de discussions, de conversations pas aisées entre l'énergie durable, puis est-ce que c'est l'électricité, du nucléaire. Le nucléaire, c'est durable pour le carbone, mais moins sur d'autres aspects. Donc on voit qu'il n'y a rien qui est simple. Et donc là, il va falloir réinventer un tout petit peu la façon de consommer de l'énergie, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la transformation, de la production, de la distribution. Donc là, il y a plein de sujets à se poser, et encore une fois il n'y a pas de solution simple ou simpliste pour pouvoir trouver les choses. Sur la logistique et le transport, on voit bien que certains pourraient payer un peu plus, mais pas tout le monde, et jusqu'à un certain point. Donc là c'est pas forcément évident. On voit qu'il y a des nouvelles innovations ou start-up pour changer le packaging, pour changer les modes de distribution. Donc là, tout le monde essaie, tout le monde expérimente. Ça va être intéressant de voir effectivement ce qui fonctionne. En même temps, on voit que des fois, on veut faire de la livraison en 5, en 10, en 15 minutes. Est-ce que c'est forcément indispensable ? Je ne sais pas. Relocaliser, du coup, est-ce que finalement, pour économiser en transport, le plus simple, c'est pas de ramener ça dans nos pays. En même temps, on a des charges, on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien que là encore, il n'y a pas de solution simple. Produire en local, des fois, on voit maintenant des fermes urbaines. On va fabriquer, on va produire des salades sur le toit des supermarchés. En communication, en marketing, je voyais Sylvia de TF1, de la régie TF1 qui est là, qui est très engagée sur le calcul de l'empreinte carbone, des campagnes, sur promouvoir certaines causes avec certains avantages. On voit bien qu'en termes de racisme, de discrimination, de biais, Dove avait un peu ouvert la voie. Il y a tout un tas d'annonceurs qui essaient de prendre fait et cause, mais on en reparlera en fin d'après-midi. On voit qu'effectivement, tout simplement, il faut trouver le bon angle entre greenwashing, purpose washing, etc. Et là, c'est pas toujours évident. Et puis dans la vente, on peut aussi trouver des nouveaux moyens pour prolonger la durée de vie des produits avec la location, avec l'abonnement, avec la seconde main. Donc là, si on regarde sur la seconde main, Le Bon Coin et Vinted, c'est un énorme carton.
Et ça montre bien que voilà, maintenant c'est devenu un usage courant, un usage complètement acceptable pour les gens. Il y a évidemment des fois la possibilité d'inclure le consommateur dans la conception. Bref, j'ai envie de vous dire, c'est pas les sujets qui manquent, c'est pas les challenges qui manquent. Maintenant, à nous de nous mobiliser, à nous de rendre les choses plus claires, plus concrètes, pour que chacun dans l'entreprise, à tous les niveaux, de la direction à chaque métier, on soit capable maintenant de se dire ok, on est tous conscients, on a tous envie d'y aller. C'est quoi les priorités, par où on commence et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Merci à vous.